Alors, les objectifs, c'est de présenter les recommandations de manière succincte, parce que vous avez sur le numéro spécial de gouttes préparé à l'occasion de ce congrès, un tiret à part sur les recommandations. Donc, il y a 24 pages sur les recommandations SMR, avec les 3 principes généraux et les 10 recommandations. Mais le grand problème pour des recommandations d'une société savante, c'est l'applicabilité. Donc, au-delà de présenter les recommandations, nous avons besoin de discuter par rapport à leur applicabilité, c'est-à-dire entre théorie et pratique, qu'est-ce qui risquerait de bloquer et comment développer l'applicabilité de ces recommandations. Alors, pourquoi la goutte? Donc, nous n'avons pas de chiffre marocain. Donc, il y a une étude qui a été faite ancienne par l'équipe de professeur Hassani à Marrakech. C'était une enquête auprès des médecins généralistes sous forme de cas cliniques. C'était innovant, c'est pour voir en quelque sorte comment prennent les médecins généralistes la goutte en pratique courante. Donc, sinon, il y a quelques petits travaux de thèse et nous avons complété en marge de ces recommandations par 2 enquêtes. Donc, il y a l'enquête qu'on vous a envoyée pour les médecins rhumatologues et nous avons également fait une enquête qui est différente pour les médecins généralistes. Donc, les chiffres manquent au Maroc. Donc, vous avez une prévalence qui augmente dans les pays développés et on estime que c'est aussi en cours d'augmentation dans les pays sous-développés parce qu'il y a ce problème d'obésité. Et au Maroc, nous avons pratiquement 20% de sujets obèses d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé. Donc, une grande épidémie d'obésité et nous sommes confrontés tous à avoir des formes graves, des formes de complications d'arthropathie chronique goûteuse, destructrice, avec également des complications plus sérieuses au niveau rénal. Alors, quelques chiffres clés qu'on a fait sortir. Donc, l'objectif, ce n'est pas de donner tous les chiffres, mais c'est juste un petit aperçu sur les résultats du questionnaire qu'on a envoyé pour les médecins rhumatologues. Donc, vous étiez 105 rhumatologues qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, voici quelques chiffres clés. Donc, pratiquement 5 patients goutteux vus en consultation par mois. Donc, la moyenne de 1 à 2 patients par semaine. Alors, c'est des patients qui passent d'abord chez le pharmacien, ou entre parenthèses, qui prennent le médicament de la pharmacie, pas obligatoirement que ce soit le pharmacien qui est donné, mais peut-être celui d'assistant en pharmacie. Donc, pratiquement, la majorité qui prennent le médicament avant de consulter. Que la moitié qui sont référés par les médecins généralistes. Donc, il y a le tiers qui arrive directement chez le rhumatologue. Donc, nous n'avons pas ce circuit de santé, ça on le connaît, mais cette collaboration médecin généraliste rhumatologue, donc on va donner aussi le chiffre des médecins généralistes, donc c'est quelque chose à développer. Donc, la majorité, c'est crise de goutte, mais nous avons aussi l'arthropathie chronique, 50%, la néphropathie chronique, 10%. Alors, chose qui est sortie de cette enquête, c'est que aucun rhumatologue, parmi ceux qui ont répondu, ne dépasse une prescription de 300 mg d'allopurinol par jour. Donc, la dose maximale prescrite, c'est 300 mg. Et le febuxostat, lorsqu'il est prescrit, c'est 6%. Sachant que le febuxostat, on le fait parvenir de l'étranger, il n'existe pas au Maroc. Le 1/3 des rhumatologues associent de manière systématique un traitement prophylaxique, anti-inflammatoire, colchicine ou corticothérapie de faible dose, lorsqu'il démarre, lorsqu'il intensifie le traitement hypouricémiant. Et puis, nous avons, même si ce n'était pas l'objectif, l'hyperuricémie asymptomatique dans le groupe du travail, avec la discussion avec nos collègues cardiologues et néphrologues, nous avons estimé que c'est important de faire le point hyperuricémie asymptomatique et goutte et voir comment on prend en charge une hyperuricémie asymptomatique. Est-ce qu'on donne un traitement
hypouricémiant. Et là, ce qui ressort, c'est que lorsqu'on a une hyperuricémie qui dépasse généralement 90 mg ou lorsqu'on a des comorbidités associées cardiovasculaires ou rénales, alors les rhumatologues, pratiquement la moitié des rhumatologues prescrivent un traitement hypouricémien. Alors pour le médecin généraliste, alors nous avons eu une réponse, nous avons envoyé à 800 médecins généralistes et nous avons eu la réponse, un taux de réponse de 20%. Et sur ces médecins généralistes qui ont répondu, donc 31% estiment que la goutte est un motif fréquent dans leur consultation. Pour gérer la crise, alors la majorité, 80%, suivent l'ancien schéma de colchicine, dose élevée, 3-2-2-1. La moitié associe d'emblée anti-inflammatoire et colchicine, donc association thérapeutique, et la moitié prescrivent pour une crise de goutte de l'allopurinol. Et puis, la moitié ne prescrivent l'hypouricémiant que pour une durée déterminée. Donc, pas au long cours, dans leur tête, c'est pour une durée déterminée. Et la moitié également collabore avec le médecin rhumatologue. Alors, je n'ai pas mis tous les chiffres, vous avez l'article original sur la revue. Il collabore beaucoup plus avec le néphrologue, avec le cardiologue, qu'avec le rhumatologue. Et lors des discussions avec les médecins généralistes, ils estiment qu'il n'y a pas de vraie collaboration, que c'est une collaboration qui va dans un seul sens. C'est-à-dire, si le médecin généraliste envoie au rhumatologue, ils risquent de ne pas avoir de retour, et ça les dérange. Alors, le processus d'élaboration des recommandations, donc on a suivi ce qui se fait pour les recommandations antérieures. Donc, un groupe de travail avec un coordinateur qui a été désigné il y a 2 ans par la SMR. Et nous avons pris un peu de temps, le temps de nous réunir, de voir est-ce qu'on travaille juste en petit noyau de rhumatologue ou bien associer tous les acteurs. Et finalement, après de longues discussions, on s'est dit la goutte, c'est quelque chose qui touche bien sûr le rhumatologue, mais c'est aussi le médecin généraliste et c'est aussi le pharmacien qui reçoit les patients en premier. Et puis, c'est les différents acteurs, en particulier cardiologues et néphrologues, lorsqu'on a des comorbidités. Donc, les premières réunions, c'était pour définir les questions clés, répartir les tâches. Donc, nous avons dans notre groupe, à côté du noyau central, de rhumatologues, comme je vous ai dit, médecins généralistes, pharmaciens, patients et méthodologistes. Donc, nous sommes basés sur la lecture de plusieurs articles, donc à côté des actualités, de toutes les recommandations qui existent, il y en a plusieurs. Il y a le LAR 2006, diagnostic et traitement, et en 2016, on a fait l'actualisation thérapeutique, et tout récemment, il y a l'actualisation du diagnostic ELAR 2018. Alors, pour les recommandations de la goutte américaine, il y a des recommandations de l'Université de Texas qui ne sont pas très bien connues, et ceux qui sont connus le plus, c'est les recommandations ACR 2012, et il y a des recommandations plus récentes faites par les médecins généralistes, et il y a une certaine discordance entre ACR 2012 et ACR 2017. Il y a des recommandations qui sont un peu particulières, asiatiques, puisqu'ils ont un terrain génétique particulier et qui ont des conduites un peu différentes. Et puis, il y a des recommandations de différents pays de l'Europe, Espagne, Italie, Portugal. Donc, il n'y a pas de recommandations de la Société française de rhumatologie. Il y a des recommandations de la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et puis également, il y a des recommandations de la Grande Bretagne. Et il y a le groupe l'initiative Evidence Expertise Exchange, qui a réuni 14 pays avec 3 continents et qui a donné ses recommandations 3E avec l'actualité 2015 qui était les critères de classification qui ont réuni l'ACR-ELAR pour faire ces critères 2015 pour faire avancer le diagnostic de la goutte en l'absence
du gold standard qui est les microcristaux. Et bien sûr, il y a la tendance, la T2T, to Target, 2016, avec l'objectif thérapeutique. Donc, nous sommes basés sur toutes ces recommandations, avec des lectures approfondies, pas uniquement des recommandations, mais aussi de toutes les actualités. Et nous avons établi, bien sûr, les recommandations et la version initiale a été envoyée au comité d'évaluation qui était choisi par la SMR. Donc, la SMR a choisi 11 reviewers. Et il y a eu le premier envoi d'un texte qui est fait de 3 principes généraux, 15 recommandations, et la tendance de simplifier. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires initialement. Donc, je n'ai pas donné tous les chiffres, mais on est passé de 3 principes généraux, 15 recommandations. Après le deuxième envoi, 3 principes généraux, 12 recommandations, et la version finale qui est éditée sur le numéro que vous avez, elle contient 3 principes généraux et 10 recommandations. Donc, le tout début, c'était de émettre des questions pratiques, pertinentes, c'est-à-dire on veut répondre à quoi en pratique. L'un des premiers objectifs, c'est-à-dire définir la goutte, la distinguer de l'hyperuricémie asymptomatique. Parce que si c'est clair dans notre tête, alors ce n'est pas pour le médecin généraliste et ce n'est pas le cas dans la pratique des néphrologues et des cardiologues. Alors le diagnostic de la goutte, certes, il y a les cristaux, du rate monosodique, l'analyse du liquide autofus, mais en l'absence de ce gold standard, comment on peut faire le diagnostic de goutte? Et là, ça a beaucoup évolué depuis les critères de classification ACR12, ACR15, et tout particulièrement depuis l'actualisation des recommandations diagnostiques par 2018. Alors, qui prend en charge la goutte? Ça, c'est pas pour faire la politique, mais est-ce qu'on laisse la goutte au médecin généraliste? Bien, est-ce qu'on travaille en multidisciplinaire? Donc là aussi, on a posé cette question et voir quelle est la part, la prise en charge par le médecin généraliste et quand est-ce que le rhumatologue doit intervenir et pourquoi le rhumatologue doit intervenir, parce que là, il y a toute l'actualité de la prise en charge, la T2T, comment gérer la maladie, comment intensifier le traitement pour bien stabiliser la goutte pour ne pas avoir les complications. Et puis pour la crise de goutte, là aussi, il y a eu des actualités parce que, vous savez tous, il y a des changements pour la colchicine, par exemple, et puis il y a la grande notion de comorbidité. Donc, le patient qui a une goutte, c'est quelqu'un qui a plusieurs comorbidités cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et là, il y a des précautions à faire. Donc, on a répondu à cette question, comment traiter une crise de goutte? Et puis, les traitements hypouricémiants. Au Maroc, nous n'avons que l'allopurinol et la rasburicase qui est particulière, et nous voulons développer des bonnes pratiques cliniques pour défendre le dossier auprès de l'ANAM, pour avoir le febuxostat par exemple, et pour avoir d'autres produits pour le traitement de la goutte. Alors, prescrire les traitements hypouricémiants et comment traiter les patients avec les comorbidités cardiovasculaires et les comorbidités rénales. Un point qui est très important, l'éducation thérapeutique. Donc, tout à l'heure, dans l'exposé du professeur Hijaj Souni, c'était l'éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on peut appliquer l'éducation thérapeutique dans toutes les pathologies chroniques. Là où le patient a une maladie chronique, il doit être impliqué, il doit être actif, et il y a tout un réseau qui doit travailler pour éduquer le patient, pour l'aider à se prendre en charge. Et puis, même si on revient sur la notion de mesure hygiéno-diététique, la goutte, ce n'est pas une maladie qui est liée à l'alimentation. L'alimentation, ce n'est qu'un facteur sur une maladie qui est dans la majorité des cas déterminée génétiquement. Mais si on a une maladie
où les mesures hygiéno-diététiques ont une place, il faut améliorer ces mesures hygiéno-diététiques. Et là, il y a des changements. Donc, les messages qu'on fait passer aux patients ne sont pas toujours vrais. Et il y a des actualités, il y a des études qui sont faites sur ces mesures hygiéno-diététiques. Et là, on a essayé de répondre à cette question. Et puis, même si ce n'est pas l'objectif, donc ce sont des recommandations de gouttes, mais comme on a dit au début, il y a une grande confusion dans la prise en charge de la goutte et l'hyperuricémie asymptomatique. Et là, on a mis une question, comment prendre en charge une hyperuricémie asymptomatique à la lumière de ce qui est connu, de ce qui est admis actuellement. Donc les principes généraux. Le premier principe, faire sortir cette notion de curable entre parenthèses. Donc curable, c'est une maladie chronique. On va cibler de diminuer le taux d'acide urique pour stabiliser la maladie, pour qu'il n'y ait pas de complications, en particulier articulaires et rénales. Alors, curable, qu'il faut traiter de manière correcte, efficace. Et là, c'est pour changer les idées stéréotypes de la goutte qui est prise pour goutte crise aiguë. Alors, dans l'esprit pratiquement de la majorité des médecins généralistes, la goutte, c'est la crise aiguë. Dans l'esprit de la société des patients, la goutte, c'est le traitement de la crise aiguë. Et on ne traite pas la maladie au long cours, on ne cible pas de baisser le taux d'acide urique au long cours et on n'admet pas, surtout pour les patients, de prendre un traitement au long cours. Et ça, c'est important. Le deuxième principe général, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc, l'éducation thérapeutique du patient, et là, on a eu des taux de réponse qui sont très élevés et des médecins généralistes et des médecins rhumatologues, mais ce qui ressort, c'est que l'éducation thérapeutique, elle est tout le temps faite de manière verbale. Et ceux qui font l'éducation thérapeutique savent très bien que c'est quelque chose qui est très insuffisante. Donc, il faut qu'ils développent l'éducation thérapeutique avec des supports, avec des protocoles bien faits pour informer le patient non seulement sur le traitement, comment il va gérer la crise, mais sur le principe, sur les mécanismes, les comorbidités, les complications, les traitements pharmacologiques et les mesures hygiéno-diététiques. Et puis, quelque chose qui est très important, qui ressort de plus en plus, donc on la connaît très bien dans la polyarthrite rhumatoïde et dans plusieurs rhumatismes inflammatoires chroniques, et aussi l'exemple, le cas pour la goutte, les comorbidités. Donc les comorbidités, c'est quelque chose qui sont très prévalent dans la goutte et qui augmente la mortalité de la goutte. Alors je ne vais pas détailler toutes les recommandations, j'ai mis un petit mot pour chacune. Donc la première, traiter correctement la goutte. La deuxième, on va la voir sous forme de diagramme. Comment prendre en charge la crise de goutte, comment faire le diagnostic de goutte en l'absence de gold standard qui sont les cristaux d'urate monosodique. Et ça, c'est la place des critères ACR-ELAR 2015 et surtout la démarche qui a été développée par l'ELAR 2018 dans ses recommandations diagnostiques. La prise en charge multidisciplinaire, alors ça c'est très important, avec le rôle du médecin rhumatologue qui en quelque sorte va orchestrer la prise en charge et va envoyer au néphrologue, au cardiologue et qui va collaborer de manière bidirectionnelle avec le médecin généraliste. La prise en charge de la crise, on va la voir. Les traitements hypouricémiants avec la stratégie TIS-OUTI et les comorbidités cardiovasculaires. Donc, qui dit comorbidité cardiovasculaire dit que, comme a dit le professeur Chesoni tout à l'heure, dans chaque dossier de patient qui a une goutte, il faut avoir le minimum de repères, en particulier tour de taille, le poids, BMI, tension artérielle, notion d'intoxication tabagique, et puis les autres facteurs de risque, le stress, l'obésité. Donc, rechercher les facteurs de risque et ajuster les traitements. Ajuster le traitement, ça c'est quelque chose
qui est très, très fréquent chez nous. Donc, nous recevons des patients qui sont sous traitement X pour une hypertension artérielle, particulier diurétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La collaboration avec le cardiologue. Idem pour autre exemple. Donc, la néphropathie, alors dans le questionnaire qui était envoyé aux médecins rhumatologues, il y a 33% de cas de néphropathie. Donc, qui dit néphropathie, insuffisance rénale chronique. Il faut adapter le traitement en fonction de la clairance. Alors là, c'est quelque chose qui a été codifié dans les recommandations et quelque chose qu'on doit faire pour la néphrolithiase uratique. Donc, un calcul d'origine urique, l'acide urique, c'est un calcul qui peut être traité médicalement en alcalinisant les urines. Donc, nous avons que les eaux bicarbonatées, exemple d'Oulmas au Maroc, mais il y a des procédures pour alcaliniser les urines, notamment donner du citrate de potassium, et ça a été démontré par des études que ça facilite l'élimination des calculs d'origine urique. Alors, l'hyperuricémie asymptomatique ne nécessite pas de traitement hypouricémiant et ne doit pas être traité par des traitements hypouricémiants à la lumière de toutes les recommandations actuelles européennes, américaines, britanniques. Il y a quelques exceptions au Taïwan, au Japon, mais ça c'est particulier parce qu'ils ont un profil génétique particulier. Et là, tous les articles récents disent qu'il y a plus de risques que de bénéfices pour traiter une hyperuricémie asymptomatique, et c'est quelque chose qui doit être encore étudié, et c'est après qu'on pourrait trancher. Au Maroc, nous avons le centre de pharmacovigilance qui a donné déjà une recommandation nationale pour dire attention, le DRESS syndrome, c'est quelque chose qui a été notifié au centre de pharmacovigilance. Ils ont reçu 31 cas de DRESS syndrome. Pour 80%, c'était une prescription pour une hyperuricémie asymptomatique. Alors, il y a aussi une mise au point qui est faite par le professeur Chalès dans la revue marocaine de rhumatologie, la revue française de rhumatologie, qui explique de manière méthodologique très forte pourquoi il ne faut pas prescrire. Alors, premièrement, 90% des sujets qui ont une hyperuricémie asymptomatique ne vont pas évoluer vers une goutte. Le risque cardiovasculaire rénal dans l'hyperuricémie asymptomatique a été rapporté par des études observationnelles, mais pas par les études. Il n'y a pas d'études de causalité. Et puis, l'hyperuricémie asymptomatique à elle seule, c'est un facteur de risque pour avoir le DRESS syndrome. Donc, il y a encore des choses à étudier pour l'hyperuricémie asymptomatique. Et les mesures hygiéno-diététiques, alors les mesures hygiéno-diététiques, il y a bien sûr l'arrêt du tabac, l'activité physique, la bonne hydratation, la perte de poids, et dans l'alimentation, il y a du nouveau. Donc, toutes les actualités sur l'alimentation du sujet goûteux abandonnent les anciennes idées. C'est-à-dire, il ne faut pas priver l'alimentation à base de viande, à base de légumineuses, parce qu'elles sont riches en purine. Alors, ce sont des régimes qui sont plus pour... c'est comme le régime pour le sujet cardiaque. C'est-à-dire, on peut autoriser les légumineuses parce que ça ne peut pas augmenter, ça n'augmente pas le taux d'acide urique. On peut autoriser la viande, mais il faut en manger de petites quantités et maximum 2 fois par semaine. Et ce qu'il faut interdire, c'est l'alcool et surtout la bière. Et il faut diminuer les boissons riches en fructose. Et il y a aussi des produits qui ont montré leurs bénéfices pour la goutte, en particulier les produits laitiers allégés, la vitamine C et le café. Alors, les démarches diagnostiques. Donc, nous savons tous que le gold standard, c'est les critères d'urate monosodique. Alors, ce n'est pas toujours évident d'avoir l'urate monosodique dans un liquide articulaire ou bien dans un tophus.
Alors, dans ces cas, nous suivons la démarche de l'OLAR 2018, c'est-à-dire, alors si on a les cristaux, c'est bon. Il y a le diagnostic de goût, ça ne pose pas de problème. Il faut passer à l'étape suivante. Si on n'a pas les cristaux, donc on évalue la clinique. Il y a des crises typiques, très évocatrices. Il y a l'acide urique qui est très élevé, sachant que l'acide urique élevé de manière isolée ne signifie pas qu'il s'agit de pathologie de goutte. Alors, si on a un tableau qui est évocateur de goutte, on peut considérer le diagnostic de goutte et on démarre le traitement hypouricémiant. Alors, si on a des situations qui sont difficiles, on n'a pas de crise typique, taux d'acide urique n'est pas vraiment élevé, là, on passe à l'apport de l'imagerie, en particulier l'échographie, pour chercher les signes de dépôt sous forme de double contour et de tophus. Alors, une démarche diagnostique en 3 étapes. Gold standard, si on ne le trouve pas, on passe à la clinique à la biologie. Si la clinique à la biologie ne rend pas service, on passe à l'échographie. Alors, la crise de goutte. La crise de goutte, les études ont montré que pour traiter une crise de goutte, les 3 traitements classiques sont équivalents côté efficacité. Anti-inflammatoire, corticoïde et colchicine. Chose qui est très importante, c'est prendre en considération le terrain de comorbidité. Un terrain de comorbidité parce que il y a des contre-indications pour la colchicine et les anti-inflammatoires. L'exemple d'insuffisance rénale sévère. Le diabète, l'hypertension, il faut faire attention par rapport aux corticoïdes. Et un patient qui prend différents traitements qui peuvent interagir avec la colchicine, c'est une contre-indication pour la colchicine. La règle de base, c'est traiter le plus tôt possible. À côté des moyens non pharmacologiques que doit connaître le patient, donc on évalue la sévérité. S'il s'agit d'une goutte qui n'est pas polyarticulaire, qui n'est pas sévère, donc on choisit le traitement classique de première intention en fonction bien sûr de la comorbidité et en insistant sur la dose faible de colchicine avec le protocole qui est adopté par l'OLAR et aussi par l'ACR. Donc on peut avoir recours à la corticothérapie dans des conditions particulières et on peut faire des infiltrations cortisoniques si on a une atteinte mono ou bien oligo-articulaire. S'il s'agit d'une forme sévère, et c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une forme sévère qu'il faut associer 2 traitements classiques. Alors, je vous rappelle que le médecin généraliste prescrive dans 50% d'emblée les associations thérapeutiques NS-colchicine. Alors, si on a une contre-indication à ces traitements de première intention, alors là, c'est tout l'intérêt de prescrire l'anti-IL-1, qui est disponible au Maroc, mais qui n'a pas l'AMM pour la goutte. Et on l'a eu pour quelques patients, mais on a eu l'interleukine. Et ça, c'est l'affaire spécialisée du rhumatologue. À côté de ça, bien sûr, il faut éduquer le patient à cette notion de pilule dans la poche, c'est-à-dire il faut commencer le traitement de crise le plus tôt possible parce que c'est associé à une régression plus rapide de la crise de la goutte. Et une fois que le diagnostic est sûr, il faut initier le traitement hypouricémiant. Initier le traitement hypouricémiant avec une notion qui est très importante qui est disease to target, c'est-à-dire avec une cible thérapeutique. Donc on ne peut pas commencer avec une dose et la garder pendant des mois. Il faut commencer avec la faible dose et augmenter progressivement avec une protection, avec un traitement prophylactique. Donc ce traitement TISOTI, là aussi c'est l'affaire du rhumatologue parce que le patient, au fur et à mesure qu'on augmente le traitement hypouricémiant, il peut présenter des crises de gouttes et là, ça nécessite une prise en charge spécialisée par le rhumatologue. Alors,
on ne commence pas dans l'immédiat en même temps que la crise. Bien sûr, on commence 2 semaines à 4 semaines après la crise. Donc, on démarre le traitement. Ce qu'on a comme traitement disponible au Maroc, c'est l'allopurinol. Donc, on commence avec 100 mg par jour et on intensifie en faisant attention à la clairance. On passe au Febuxostat qui n'existe pas au Maroc, mais là, on a contacté la DMP et on est sur un processus pour enregistrer le Febuxostat au Maroc parce qu'on en a besoin, en particulier lorsqu'on a des cas qui répondent pas à l'allopurinol ou bien qui ont des contre-indications d'emblée à l'allopurinol. Alors, les uricosuriques, avec toutes les précautions que ça nécessite, et puis, si malgré un inhibiteur de xanthinoxydase ou bien un uricosurique, ça ne marche pas, il y a l'association de 2 familles, inhibiteurs de xanthinoxydase et uricosurique. La pégluticase n'existe pas au Maroc, mais nous avons la rasburicase, qui est la forme pégylée, qui est utilisée par les oncologues pour le syndrome de Lise tumorale. Et ça existe au Maroc. Donc peut-être c'est un point à discuter. Donc les traitements hypouricémiants avec cette notion de traitements qui doivent être pris à la dose efficace et qui doivent être pris au long cours. À côté de traitements hypouricémiants, donc nous avons l'éducation thérapeutique et nous avons les mesures hygiéno-diététiques. Nous devons signaler tous les effets secondaires au centre de pharmacovigilance. Le dossier de bonne pratique clinique avec la NAM est en cours. Donc, à côté de ces recommandations, on est en train de les diffuser. Alors, les diffuser, et on a réussi à intégrer le programme national de la nutrition avec le ministère de la Santé. Donc, nous avons eu des réunions avec eux pour essayer de faire un plan nutrition pour la goutte et faire des formations pour les médecins généralistes au Maroc. Avec des fiches et avec des petits moyens d'information pour les patients. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont participé dans ces recommandations. Je vous remercie pour avoir répondu au questionnaire. Alors, je crois qu'il faut encore évaluer ces recommandations et voir leur applicabilité. Alors, je vous invite à lire les recommandations et à avoir un feedback peut-être dans 6 mois pour présenter l'applicabilité de ces recommandations et peut-être qu'est-ce qui pourrait être changé pour améliorer. Alors, je remercie particulièrement le patient qui était très pertinent dans ses suggestions, les médecins généralistes, le ministère de la Santé, tous les groupes de travail, le docteur Chib, qui a donné ce tableau de calligraphie que vous avez en tête de la revue du Marocaine de rhumatologie, et tout particulièrement Safia, qui a beaucoup travaillé dans ses recommandations. Merci beaucoup.